should go without pushing. Oké. Hartelijk dank, Koen. Goedenamiddag allemaal. Zoals reeds aangekondigd door Koen gaan wij het vandaag over economische migratie hebben, de ontwikkelingen in zaken economische migratie in België en een vergelijkend overzicht van het beleid ter zake in de verschillende regio's. En we zullen afsluiten met de uitdagingen en een beetje goede best practices. Ik ben hier vandaag samen met Rima Abadjan. Ik kijk even voor de slide. Dick? Ja. En zoals reeds gezegd door Koen, wij zijn beide advocaten bij het advocatenkantoor Vragomen. Voor diegenen onder jullie die Vragomen niet kennen, wij zijn een advocatenkantoor gespecialiseerd in economische migratie. Wij begeleiden op dagdagelijkse basis bedrijven wereldwijd bij het aantrekken en het te werk stellen van buitenlandse arbeidskrachten. Dus met andere woorden, het zit een beetje in ons bloed, alles wat economische migratie betreft. En we zien ook hoe belangrijk het is, de noodkreet van bedrijven, om toch die op zoek zijn naar het talent dat ze niet altijd op de Belgische of op Europese arbeidsmarkt kunnen vinden. Wij zijn hier ook aanwezig omdat wij nogal actief zijn in alles wat ons government strategies is. Dus dat betekent dat we heel nauw samenwerken met overheden op regionaal, nationaal, Europees vlak. En waarbij we hen uiteindelijk alle praktische informatie geven wat betreft de werking van de immigratiewetgeving, met als bedoeling een zo doeltreffend en efficiënte immigratiewetgeving te bekomen. Misschien kort als inleiding, als we naar 2019 kijken, dan kunnen we zeggen dat er twee belangrijke aspecten op vlak van economische migratie hebben plaatsgevonden. Enerzijds de uiteindelijke inwerkingtreding van de single permit in België. Wij noemen dat de one-stop-shop, de enkelvoudige aanvraagprocedure voor een gecombineerde werk- en verblijfsvergunning voor buitenlandse onderdanen die in België wensen te komen werken voor meer dan 90 dagen. Een tweede belangrijk aspect dit jaar is dat de regio's hun eigen economisch beleid hebben uitgetekend, dat ook in werking is getreden. En dat is, zoals reeds gezegd, naar aanleiding van de 6e staatshervorming, waarbij de competentie, de bevoegdheid in zaken economische migratie naar de regio's is overgedragen van het federale niveau. En daar hebben de regio's dan dit jaar uiteindelijk meer inhoud aan gegeven. Ik ga nu het woord geven aan Rima, die zowel de gecombineerde werk- en verblijfsvergunning als het economisch migratiebeleid van de regio's gaat toelichten. Dank u wel, Jo. Hoort u mij goed? Alors, je promis de faire la présentation en français. Par contre, je ne suis pas francophone à la base, donc si je dis des choses qui sont un peu bizarres, veuillez m'en excuser. Je vais faire mon possible pour être claire. On va commencer effectivement avec le permis unique pour plusieurs raisons. En fait, il faut souligner que la procédure de la demande unique qui a été introduite en Belgique a vraiment bouleversé un peu la manière de laquelle on traite les demandes de permis de travail. Comme Yo avait déjà expliqué, il s'agit d'une compétence qui était transférée aux régions. Et les régions ont vraiment pris l'opportunité de l'introduction de la nouvelle procédure pour nuancer un peu leur propre politique. En ce qui concerne la migration économique, c'est pour la première fois qu'on voit les différences dans les régions. La Flandre a introduit la nouvelle politique régionale en janvier 2019, quand le permis unique est aussi introduit en Belgique. La région wallonne a suivi en juin 2019.
Et Bruxelles a suivi en juin, mais par contre, ils n'ont pas abrogé la législation existante, mais ils ont tout simplement modifié la législation qui existait déjà depuis 30 ans. Je vais aborder la question dans le prochain slide. Maintenant, je veux quand même, disons, mettre en lumière les aspects de l'introduction du permis unique en Belgique. Ce qui est important ici, c'est à savoir que la législation a créé une procédure dans laquelle, en principe, en théorie, les demandes d'autorisation à travailler et autorisation à séjour sont traitées simultanément par l'Office des étrangères en ce qui concerne la résidence et par les administrations régionales en ce qui concerne l'autorisation à travailler. Par contre, en réalité, ce qu'on voit, ce que la procédure est devenue linéaire, c'est d'abord les administrations régionales qui vont décider sur l'autorisation au travail, et après c'est l'office qui va décider sur l'autorisation de séjour. Ce que ça donne en réalité, ce sont les délais qui sont beaucoup plus longs qu'avant. La Belgique a été connue pour être assez efficace en fait. Maintenant, le délai qui est prévu dans la législation, c'est 4 mois. Comme dans la directive. En réalité, on a constaté quand même qu'on a parfois dépassé même ces délais de 4 mois. Ce qui est aussi important à savoir, c'est que il est un peu malvenu que le législateur belge a choisi d'introduire encore un document additionnel. Donc les étrangères qui sont déjà autorisées à travailler et à séjourner en Belgique doivent obtenir encore un document de séjour temporaire pour commencer à travailler en Belgique. Vous vous imaginez que ça crée beaucoup de problèmes en pratique vu que les communes ne sont pas toujours disons toujours facile à joindre pour obtenir ce document. Il faut aussi une adresse permanente pour obtenir ce document. Donc en pratique, ça crée beaucoup d'insécurité légale et c'est regrettable parce que nous ne croyons pas que c'est en ligne avec la directive en fait, qui a envisagé une simplification des procédures en fait. En ce qui concerne la flexibilité, ce qu'on veut dire ici, c'est que les ressortissants de pays tiers qui étaient exemptés de visa ne peuvent plus bénéficier de leurs droits d'entrée, si vous voulez, parce que en pratique, il y a un souci ? Non. En pratique, ces ressortissants ne peuvent plus bénéficier d'une inscription en Belgique sans obtenir un visa d'abord. Ce sont plutôt les soucis qu'on met en lumière ici, mais vous devez savoir que surtout les délais qui sont très longs ont créé des problèmes, nous amènent aux problèmes en pratique. Les ressortissants tiers qui travaillent en Belgique depuis longtemps doivent parfois arrêter leurs activités parce qu'ils n'arrivent pas à avoir un renouvellement au temps. Par exemple, ils n'arrivent pas à renouveler leur titre de séjour. Ça veut dire qu'ils ne puissent plus voyager avec leur famille. Tout ça, juste pour vous dire que l'année passée n'était pas facile pour les travailleurs, pour les employeurs, pour les professionnels qui sont actifs dans le domaine. Et c'est important de garder ça dans la tête quand on va examiner les politiques régionales. Oui, voilà. Alors, comme j'avais dit, les régions ont pris l'opportunité pour introduire les nuances, les politiques régionales qui sont adaptées à leurs nécessités.
Et ce qu'on constate de manière générale, qu'il y a des analogies, vraiment des similarités dans toutes les régions, mais il y a aussi des différences. Et les différences, il y en a qui sont parfois marquées par la différence entre Flandre d'une part et Wallonie-Bruxelles d'autre part, mais il y a aussi des différences qui sont plutôt marquées par la ligne Bruxelles, Wallonie et Flandre. Et ça, c'est surtout lié au fait que voilà, la région flamande et wallonne, tous les deux ont abrogé, comme j'avais dit, la législation qui existait avant, et ils ont vraiment introduit un nouveau texte, un nouveau cadre législatif, tandis que la région bruxelloise a plutôt modifié la législation existante. Dans le cadre de cette présentation, il est bien évidemment impossible de vraiment clarifier tous les aspects de la politique régionale, mais on va essayer quand même mettre en lumière, vraiment souligner les aspects qui sont les plus intéressants, on a trouvé. On va commencer avec le fait que tous les trois régions ont élever la validité, augmenter la validité des autorisations au travail pour certaines catégories, surtout les hautement qualifiés. C'était très bien aperçu, bien évidemment, par les travailleurs, les employeurs, les professionnels dans le domaine. C'était vraiment un changement très bienvenu. Donc là, on est très contente avec le changement. La région flamande et wallonne ont aussi fait vraiment un effort pour simplifier les procédures. Donc vraiment, ils ont fait quand même un effort important dans le cadre de la législation qui existe là depuis 30 ans pour voir un peu où sont les étapes nécessaires inutiles. Et donc, on a en fait supprimé l'obstacle lié à l'absence d'un accord international. Par exemple, ils ont aussi supprimé l'exigence d'un contrat imposé et cela simplifie effectivement les procédures. Hein. C'est une simplification qui était vraiment très nécessaire et très bienvenue aussi. En ce qui concerne la liste des professions en pénurie, je dois nuancer le slide parce que, en fait, effectivement, le champ d'application de la liste de la liste des professions est plus large en Wallonie et en Flandre à cause de la nouvelle législation, en fait, à cause de la simplification administrative. Par contre, la liste en tant que telle est encore très différente dans les deux régions. En Wallonie, on n'a que 7 professions, par opposition à Flandre où il y en a vingtaine. Donc c'est quand même une grande différence. La Wallonie va aussi réviser la liste chaque an. En Flandre, on le fait tous les 2 ans. Et si vous voulez, ça pourrait peut-être indiquer un peu l'attitude vers la migration économique et la manière de laquelle on voit les nécessités, la demande dans les régions. En ce qui concerne les jeunes, il est aussi intéressant, il est important de souligner que la région flamande a clairement choisi une approche qui est attractive pour les jeunes hautement qualifiés. Donc, on a vraiment fait un effort pour garder les gens qui sont qualifiés en Flandre. Et on a introduit un seuil salarial qui est plus bas pour les jeunes en dessous de 30 ans. Et là, l'approche est très comparable aux Pays-Bas. Donc voilà, là aussi vraiment une très grande différence entre les régions. Ça n'existe pas à Bruxelles, ça n'existe pas en Wallonie non plus. Et peut-être, je peux déjà vous donner, je peux lier aussi un autre aspect en ce qui concerne la transposition de la directive étudiants et chercheurs. Vous savez peut-être que le permis, l'autorisation de travail
pour les stagiaires sera limité à 6 mois en Bruxelles et en Wallonie. Flandre a choisi pour 12 mois. Donc là aussi, on voit quand même une claire tendance, un choix vraiment très clair de législateur. J'étais où? Oui. Alors, ça nous amène aussi au point suivant, en ce qui concerne les seuils salariés en général. On voit une différence entre Bruxelles, d'une part, Flandre d'une part et Bruxelles et Wallonie d'autre part. Donc en Flandre, les seuils salariales sont vraiment différents, en général plus bas. Et ça crée quand même des différences importantes aussi, par exemple, pour les cartes bleues. Le temps, je vais essayer d'être plus vite. Ça va, ok. Alors, il est aussi intéressant et il est important de souligner que la notion de salaire est aussi très différente dans les régions. Si on va comparer la manière de laquelle on traite les demandes, surtout pour les travailleurs détachés, et on en avait parlé, il y en a de plus en plus en Belgique aussi. La notion est quand même interprétée d'une manière très différente en Wallonie et en Flandre. Et là aussi, on voit vraiment une divergence dans la politique régionale. Je pense qu'il serait honnête de dire que Wallonie est beaucoup plus rigide. Hein. Ça c'est le cas à ce moment-ci. Il me reste souligner que Bruxelles et Wallonie ont choisi de prolonger la période de validité d'une autorisation de travail. C'est 3 ans, mais par contre, en même temps, on avait aussi introduit un contrôle annuel. Là encore, on pourrait se poser la question s'il s'agit d'une méconfiance vers les entreprises. Est-ce qu'il s'agit d'un choix vers un contrôle plus rigide pour certaines catégories des travailleurs? On verra bien ce que ça va donner en pratique, parce que bien sûr, la législation est entrée en vigueur en juin, donc on verra bien comment ça va se traduire en pratique l'année prochaine. Mais en tout cas, on voit quand même qu'il y a des différences importantes et nous entendons un texte législatif de la part de Bruxelles en 2020 probablement, parce que comme j'avais dit, ils ont tout simplement modifié les textes, mais ils n'ont pas vraiment abrogé la législation qui existait avant. Nous pensons aussi que le texte sera probablement très proche du texte wallon, comme il est le cas déjà aujourd'hui. Je pense que je vais donner la parole à Jo, comme ça on peut quand même se garder dans les limites. Dank u wel, Rima. Nu, als we gaan kijken, wat zijn nu uiteindelijk de uitdagingen? Er zijn er een hele lijst, maar ik denk dat ik ze kort kan samenvatten op basis van 2 punten. Enerzijds zien we dat we spijtig genoeg, zowel in de immigratiewetgeving, het beleid, als wat betreft de procedures, dat we een gebrek aan flexibiliteit zien. Dat we spijtig genoeg moeten vaststellen dat het beleid in de regio's en de procedures niet toelaten wat uiteindelijk vaak het objectief is van het beleid, namelijk het aantrekken toch van het buitenlands talent. Een ten tweede belangrijke punt is dat we ook zien dat er spijtig genoeg gekozen is ook voor vaak een restrictieve invulling, toepassing van de Europese richtlijnen in België. En nu kijk ik meer specifiek naar alles wat studenten en onderzoekers betreft en gezinshereniging. Nu, gebrek aan flexibiliteit, misschien gewoon om een voorbeeldje te geven. Als we gaan kijken in de praktijk naar een buitenlandse arbeidskracht, hooggeschoold, leidinggevend,
die komt niet noodzakelijk, die werkt niet noodzakelijk voltijds in ons land, in één land, werkt niet noodzakelijk altijd op dezelfde werkplek, werkt niet noodzakelijk, bij manier van spreken, voor één werkgever gedurende 4-5 jaar. Dus als je dat gaat bekijken bijvoorbeeld, moet vaak voor elk van die zaken, ik spreek nu bijvoorbeeld een persoon die niet voltijds in één aaneengesloten periode in België werkt, die bijvoorbeeld projectmatig naar België komt of die zijn hoofdverblijfplaats in België niet heeft, hoe gaat deze persoon op een flexibele manier in België kunnen te werk gesteld worden? IT-personeel, auditors, consultants, die eigenlijk op klantenprojecten werken, vaak bij klanten werken. Onze wetgeving is daar niet op afgestemd. Nieuwe aanvraagprocedures, wijziging werkgever, nieuwe aanvraagprocedure, terwijl uiteindelijk we ook de mobiliteit, een stuk van dat hooggeschoold buitenlands personeel, niet dat we dat in de Belgische arbeidsmarkt ook niet willen ondergraven. Rima heeft al gesproken van de doorlooptijd van de gecombineerde vergunning, die spijtig genoeg zowel de impact heeft op de startdatum, maar ook wat betreft de continue tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die niet tijdig een hernieuwing hebben bekomen. Wij hebben gevallen gehad waar spijtig genoeg de personen hun activiteiten hebben moeten schorsen. Als ik ga kijken in andere lidstaten, dan merken wij vaak als een aanvraag tot hernieuwing tijdig wordt ingediend, als er een vertraging optreedt bij de overheden, wordt die vertraging uiteindelijk niet doorgeschoven naar de werkgever of naar het individu, zodat de werkzaamheden moeten worden stopgezet. De toepassing van de studenten, de studenten- en onderzoekersrichtlijn is spijtig genoeg nog niet in werking in België, behalve wat de bepalingen zijn die directe werking hebben. Maar daar zien we dat België, die toch R&D, innovatie, hoog op de agenda zet, dat men voor onderzoekers, waar die destijds vrijgesteld waren van de arbeidsvergunning, dat die nu door de single permit procedure moeten lopen. Als we zien, zoals Rima reeds heeft aangestipt, stagiairs, die hadden vroeger hadden mogelijkheid op een arbeidskaart van 1 jaar. In Brussel en Wallonië is dat 6 maanden geworden. Als wij de buitenlandse studenten, hooggeschoolden, willen blijven houden na de studies en integreren in de arbeidsmarkt, is dat een heel belangrijk kanaal dat ik toch wel even wil aanstippen. Nu, wat kunnen we eigenlijk aanraden en bepaalde beleidsaanbevelingen doen? Ik denk heel belangrijk is dat we kunnen over het beleid praten, maar ik zou graag in eerste plaats de focus op de procedure leggen. Want de procedure, als we die niet goed krijgen, heeft dat een heel belangrijke impact op het economisch gebeuren in België, investeringen in België. Dus online een e-platform, online filen, mogelijkheid voor werkgevers, onderdanen, hun documenten op te laden in dat online e-platform, dat we geen inbreuken hebben op data privacy, dat we de status van een dossier kunnen gaan bekijken, waar bevindt het dossier zich, transparantie gezien de doorlooptijd en gezien het feit dat de verschillende instellingen bij de gecombineerde vergunning zijn betrokken. Ik denk ook dat we moeten durven kijken over de grenzen heen. Bijvoorbeeld in Nederland, waar men het erkend ondernemerschap heeft, dat bepaalde bedrijven zich garant stellen om compliant te zijn met de wetgeving en dat die in die zin vereenvoudigde procedures genieten. Bijvoorbeeld minder documenten moeten aanleveren, maar wel bereid zijn om op elk moment a posteriori uiteindelijk het bezoek van een controles te krijgen om te zien of ze wel compliant zijn en op die manier eigenlijk, als dat niet het geval is, ook die erkenning kunnen verliezen.
fast-track, snelwegprocedures voor bepaalde profielen. Het is niet onbelangrijk om te zeggen, de onderzoekers, hooggeschoolden, dat talent dat we nodig hebben, laten we die een voorkeursbehandeling geven, zodat zij snel in onze arbeidsmarkt kunnen invloeien en de noden van het bedrijfsleven kunnen invullen. En dan, last but not least, als ik gewoon naar Nederland kijk, waar men bijvoorbeeld een welkomdesk heeft. De buitenlander die hier aankomt, zijn eerste bezoek is het bezoek aan de gemeente. In Nederland heb je dus een expat-welkomdesk waar de persoon een kop koffie krijgt aangeboden en waar gedurende 1 bezoek alle administratieve formaliteiten die verband houden met de tewerkstelling en het verblijf in België worden afgehandeld. Ik denk dat geeft een totaal andere perceptie aan het individu van verwelkomd te worden in een bepaald land. Dank u wel. Dank u, Jo en Rima, want het is een huzarenstukje, denk ik, om heel die complexiteit meer te geven. Niet in de beschrijving van een dystopie te vervallen, want de single permit in België is zeker geen simpel verhaal geworden. En ook, dus eigenlijk ook de focus op de procedurele aspecten, want dat is toch de weg vooruit. En dank u daarvoor.